Chers téléspectateurs, amis de Tomshane TV, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, nous sommes reçus dans un bon cadre. Ici, c'est Maison Service La Gloire. Ils font du service traiteur et ce sont des gens qui nous accompagnent aussi. Si vous avez besoin de faire des petites commandes quand vous êtes à Bukavu, repas local et tout, passez ici, vous serez bien servi. Mais comme je vous l'ai annoncé dans nos précédentes émissions, aujourd'hui nous recevons, c'est un éminent, un grand professeur d'abord. Il va se présenter de lui-même pour que vous le connaissiez au moins. Oui, merci monsieur le journaliste. Moi c'est Dr Bareja Yomsi. Je suis camerounais d'origine, enseignant. J'ai fini mes études en Russie où j'ai fait 14 ans, couronné par un doctorat en sciences géologiques. Depuis 2 ans, je suis dans l'enseignement, mais avant ça j'étais dans les mines, dans le Katanga, au Congo, au Gabon, en Éthiopie, au Mozambique, un peu partout en Afrique. Les choses ont voulu que je sois invité ici à TGKP, que je sois invité au Congo, à l'Est, dans le site Kivu, donner de mes connaissances aux jeunes ingénieurs, ce que j'ai accepté et dans ce cadre-là que je suis en ce moment en studio avec TGKP, Joseph. Oui. Monsieur le professeur, en tout cas nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. C'est un grand plaisir, un honneur même de vous recevoir parmi nous. Aujourd'hui, docteur, nous aimerions que vous nous parliez de la situation minière africaine en général d'abord. Oui, la situation minière africaine, je peux dire, elle est très bonne. Elle est très bonne, mais nous ne le savons pas. Vous savez, quelqu'un riche ne sait pas qu'il est riche. C'est ce qui se passe en Afrique. Nous sommes riches en ressources minières, que ce soit minérales, que ce soit en hydrocarbures, mais nous ne le savons pas. Et c'est un danger. Quand on a un potentiel comme nous l'avons en Afrique et que nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce potentiel et on ne le sait pas? Ça veut dire qu'on vient nous tromper. Et c'est ce qui se passe. L'Afrique, depuis les indépendances, s'est fait tromper. Comment ça? Oui, mais puisque nos ressources sont exploitées et exportées pour construire cette grande puissance. Et au retour, nous restons sous-développés. Je prends un exemple du Cameroun qui produit du pétrole, qui n'arrive pas à raffiner son pétrole et qui achète du brut à l'étranger. C'est comme ça. Vous dites que le Cameroun produit du pétrole, mais la population n'en consomme pas. Le Cameroun produit du pétrole, mais est incapable de raffiner son pétrole que nous produisons. Okay? Nous achetons du carburant de l'étranger. Ça veut dire que quoi? Le Cameroun vend du brut pour acheter du produit fini. C'est un business model qui ne tient pas la route. C'est à dépasser ça, c'est archaïque. La seule solution, c'est de créer une raffinerie capable de raffiner ce pétrole brut. C'est tout. Et qui sera consommé localement à un prix non subventionné par l'État comme ils le font en ce moment. Et avec ça, monsieur le professeur, est-ce que ces ressources-là exploitées, est-ce qu'il n'arrivera pas un temps que ça tarisse? Et bien sûr, vous savez, les ressources aujourd'hui, comme nous exploitons, ça a pris des milliards d'années pour être formé. La vie humaine ne fait même pas 2000 ans, ne fait pas ça, fait 2000, peut-être même 3000, et puis quoi? Ça n'atteint pas le milliard qu'il faut pour former un gisement pétrolier, ou un gisement d'or, ou un gisement de fer. Milliards, je parle de milliards, 2 milliards d'années. Donc ça va tailler, ça va finir. Et quand ça va finir, l'Afrique va continuer à la pauvreté, parce qu'on n'a pas su transformer nos ressources en développement et en prospérité. Nous n'avons pas su que nous étions des riches. Ils sont venus tout prendre. Comme les Chinois sont en train de continuer à prendre en Afrique. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Ils ne font que prendre des minéraux. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autre chose que de prendre nos ressources minérales? Du bois, du poisson, du pétrole, de l'or, du fer. Voilà tout ce qu'ils passent le temps à faire. Du coltan, que vous allez voir, que ce soit les Américains, les Russes, les Français, bagarrer en Afrique, c'est pour nos ressources. En dehors de ça, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Attendez le jour où ça va finir. Ils ne seront plus là. Et combien de temps est-ce qu'on peut plus ou moins estimer l'exploitation du pétrole en Afrique, par exemple? Il y a des pays, il faut comprendre que les réserves du pétrole ne sont pas réparties d'une manière
d'une manière, comment on peut dire, égale. Okay? À chaque pays, ses ressources, ses réserves. Okay? Il y a des pays qui ont encore des ressources, des réserves à la position du jour qui peuvent encore tenir pour 200 ans. Je prends un pays comme par exemple le Gabon. Okay? Je prends des pays comme l'Angola. Je prends des pays comme le Nigeria ou comme l'Algérie. Okay? Un pays comme le Cameroun n'a que des réserves qui suffisent pour 10 ans. Donc d'ici 10 ans, ils seront encore indépendants. Ils seront dépendants plutôt si rien n'est trouvé entre-temps. Okay? Donc la répartition n'est pas équitable. Bon, peut-être c'est un problème de recherche. Parce que pour avoir du pétrole, il faut chercher. On ne peut pas rester comme ça et rêver qu'on a trouvé un gisement de pétrole. Non, il faut travailler. Et, monsieur le professeur, vous avez déjà participé à une exploitation de pétrole ou à l'expertise pour savoir s'il y a du pétrole ou comment? Mais moi, je suis un pétrolier de nature. Moi, j'ai fait des études en pétrole en Russie, spécialisé dans le domaine de la recherche, de l'exploration de la recherche. Comment est-ce que ça se passe? Mais c'est très simple. Le pétrole se forme dans les bassins sédimentaires. C'est ce que nous le savons. Les bassins sédimentaires peuvent être côtiers, comme ça peut être continentaux. Okay? Bon, en Afrique, généralement, on a des bassins tout autour de l'Afrique, que ce soit du côté de l'océan Atlantique, que ce soit au niveau de l'océan Indien, que ce soit au niveau de la Méditerranée. Voilà où se trouvent toutes les richesses pétrolières de l'Afrique. Mais il y a aussi des richesses à l'intérieur des pays comme la Libye, par exemple. Tout leur pétrole, c'est dans le désert. Le Tchad, c'est dans le désert. L'Algérie, c'est la même chose dans le désert. Nous avons le Tchad, dans le désert aussi. Nous avons le Congo, dans le bassin du Congo. Et dans les nouveaux rifts qui se créent là, le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Albert et aussi le parc, comme je l'ai dit, le bassin du Congo. Donc le pétrole, on en trouve un peu, on trouve dans ces contextes-là. Et la suite, c'est qu'il faut faire des levées sismiques. Des levées sismiques vous permettent de voir si, d'abord, de mesurer la couche des sédiments et ensuite de voir s'il y a des structures pétrolières telles que la roche-mère, la roche réservoir et la roche couverture. En plus de ça, il faut qu'il y ait des pièges pour pouvoir piéger le pétrole. Bon, quand tout ça est réuni, bon, on peut lancer avec le forage. Et c'est le forage qui détermine s'il y a pétrole ou pas. Un forage bien fait, parce que vous pouvez forer là, ça tombe là-bas et vous tombez dans le vide. Et pourtant, vous avez loupé juste la cible alors que le pétrole était là. Okay? Donc voilà en gros comment explorer le pétrole. Et en parlant toujours des matières, là vous nous parlez du pétrole, parlons un peu du lac Kivu aussi, on peut facilement comparer au lac Nyos du Cameroun. Est-ce que la non-exploitation d'une ressource peut avoir des dégâts dans l'avenir? Ça peut créer... Oui, écoutez, en ce qui concerne le lac Kivu, je sais qu'on parle du méthane qu'il y a dans ce lac et que ça pose un problème environnemental. Ça peut exploser un jour. Vous avez dressé le parallèle avec le lac Nyos au Cameroun. Oui, le lac Nyos a peut-être subi le même problème, sauf que notre lac est assez petit que le lac Kivu, qui s'étend sur, je ne sais pas moi, sur peut-être 300 km, environ 250 km, parce que d'ici Goma, par le lac, ça fait 3 heures par le canot. Donc c'est un lac assez grand. Okay? C'est pour ça que ça renferme des ressources gigantesques en gaz. Est-ce que ça peut poser un problème? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des méthodes assez modernes pour faire du monitoring. C'est comme le tremblement de terre. Aujourd'hui, on peut prédire le tremblement de terre. À 1 heure près, on prédit. C'est la même chose dans le lac Kivu. Il suffit seulement de faire du monitoring et les informations, on les aura si jamais il y aura catastrophe. Mais aujourd'hui, le risque d'une catastrophe est limité parce que le Rwanda, de son côté, est en train d'exploiter le gaz. Ce qui fait que ça baisse ce niveau du risque, en principe, dans tout le lac. Parce que le lac, il n'y a pas une frontière dans le lac. Le lac est unique, le gisement est unique. Okay? Donc, le Congo aurait mieux fait de commencer aussi à exploiter parce que tant que le Rwanda va exploiter, ça baisse, le niveau baisse des deux côtés. Ouais. Et comme le Rwanda exploite, donc ça diminue le risque du niveau congolais. Mais niveau productivité, c'est le Congo qui perd aussi, quelque part. Bon, le Congo perd peut-être en termes d'exploitation, parce que vous serez aujourd'hui aussi en train d'exploiter ce gaz et d'en profiter. Okay? Mais vous ne le faites pas. Ce qui fait que c'est un côté qui exploite. C'est le principe des vases communicants. Si je suis en train de tirer de l'eau ici, là, ça peut aussi de ce côté. Ça. Mais il y en a peut-être pour 50 ans, pour 100 ans. Donc, c'est pas grave. Parfois, il faut apprendre à... Comment on peut dire, ce sont des ressources que Dieu nous a données. Hein. Voilà, donc c'est pas grave si
comme je vous ai dit, c'est un gisement qui est très grand. Ouais. Et par rapport à l'exploitation, vous l'avez dit, mais nous n'avons pas bien saisi ce que vous avez dit. Nous exploitons le pétrole et nous importons le pétrole, les produits finis du pétrole, Oui. les fuels que nous utilisons dans nos véhicules et les restes. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir du fuel ici chez nous? Est-ce que c'est une grande entreprise qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Mais du fuel, soit vous exploitez vos gisements et vous les raffinez, vous avez du fuel. Soit, si vous n'en avez pas, vous achetez sur le marché international. Je vois du pétrole. Le pétrole vient au Congo par l'Afrique du Sud, par les pays de l'Afrique de l'Est. Ok. Et voilà, mais je pense que ce commerce est régulé par l'État. Parce que c'est quand même stratégique. C'est un domaine énergétique. Donc l'État a la même mise. L'État essaie un peu de réguler ce marché et de faire en telle sorte que les consommateurs au finish ne soient pas en train d'être pénalisés ou de payer plus. Ce qui fait qu'il y a cette notion de subvention, que l'État subventionne. Même ici au Congo, l'État subventionne le carburant. Pour que si jamais l'État ne le faisait pas, le prix du carburant devait être aujourd'hui à 3 000 francs congolais. Mais ce qui n'est pas le cas. Parce que l'État prend une partie des dépenses sur lui. Okay? Donc il y a sûrement une structure qui s'assure qu'il y a du fuel qui est acheté. Et l'État facilite l'entrée de ce fuel dans le pays. Okay? Et fait tout ce qui est de son possible, que tout le monde ait du pétrole à tout moment. Est-ce que vous ne pensez pas que cela soit dû aux structures et modèles nous légués par les colons, ceux qui ont exploité l'Afrique pendant longtemps, de faire de sorte que nous restions indépendants, dépendants plutôt du produit fini? Effectivement, nous avons hérité du colon, mais ce que nous avons hérité du colon arrange nos politiciens. Vous savez, quand c'est encore très bien, moi je serais très heureux de gérer une subvention pour l'achat du pétrole. C'est très facile, c'est une boîte à miel où chacun peut se sucrer. Là vous vous enrichissez facilement. Ouais, c'est très facile de s'enrichir. C'est très facile de s'enrichir que de construire une raffinerie. Là, c'est fini, il n'y aura plus de subvention. Il n'y aura plus une boîte, donc une boîte de miel à gérer. Vous voyez, donc ça profite à nos politiciens, cette subvention-là. Comment pouvez-vous imaginer, si vous vous donnez le montant de la subvention du pétrole, que ce soit ici au Congo, que ce soit au Cameroun, c'est 3 fois une raffinerie. Donc chaque année, l'argent qu'on met dans la subvention peut construire 3 raffineries. Est-ce que vous essayez de comprendre? Donc vous pensez que nos policiers sont si bêtes de ne pas comprendre qu'il faut raffiner au pétrole? Non, ils ne sont pas bêtes, ils savent que c'est de l'argent qu'on peut facilement utiliser. Donc facilement on peut comprendre que quand les multinationaux font la queue derrière les chefs rebelles ici chez nous, c'est juste pour continuer dans ces structures et modèles de pensée nous légués, et on recourt maintenant par des groupes armés qui donnent le droit d'exploitation des mines et autres choses. C'est toujours les mêmes modèles qui continuent alors. Oui, mais comme je l'ai dit, c'est le même modèle qui peut continuer, mais ce modèle ne peut que s'appliquer si nous accompagnons. Vous avez parlé des rebelles, ce ne sont pas les Américains qui viennent combattre. Ce sont les Américains. Non, c'est nous-mêmes, non? Oui, donc ça veut dire que nous les aidons à déstabiliser notre propre pays. C'est pour ça que je parle de l'unité. Si nous voulons que ces intrus-là sortent de nos pays, nous devons être unis. Tant qu'il n'y a pas d'unité, est-ce que vous pouvez voir des Africains aller déstabiliser la Russie ou déstabiliser la France? Là, on vous traite de fous. Mais est-ce que vous pouvez penser un moment, des Africains, aller en Russie, déstabiliser la Russie, monter les Russes contre eux? Vous pouvez le faire? C'est impossible. Ça, c'était repris dans le discours du président Mobutu, du fait président Mobutu, qui disait qu'un Belge qui quitte la Belgique pour faire la rébellion ici, exemple de Schramm, vous avez entendu parler, c'était un mercenaire européen qui est venu faire la révolution ici, la rébellion. Et si un Noir allait faire la rébellion là-bas, ça serait vraiment, ça relève de la pure folie. Effectivement. Donc, si je comprends bien, ce sont les mêmes occidentaux qui nous ont colonisés qui appuient les groupes rebelles ici chez nous pour que la chose continue. Mais c'est une nouvelle forme, c'est une autre forme de colonisation. À l'époque, on avait pensé que la colonisation était la présence des Blancs en Afrique. Les Blancs ont dit, ok, vous nous avez chassés, on rentre chez nous. Mais on rentre chez nous tout en vous déstabilisant. Donc ils nous montrent les uns contre les autres. C'est ça, c'est le même jeu qui continue. C'est le même jeu qui continue. La nouvelle main du néocolonialisme. La nouvelle main, on le fait maintenant autrement. C'est comme l'Afrique du Sud.
On a dit non, les Noirs ont dit non, on ne veut pas les Blancs au pouvoir. Les Blancs ont dit ok, il faut avoir le pouvoir, mais on tient l'économie. Ils sont foutus. Ok. Est-ce que, comme vous venez de le dire, quels sont, d'après vous, les défis que l'Afrique doit relever par rapport à l'exploitation minière, par rapport à tous ces multinationaux, par rapport au potentiel de l'Afrique? Les défis, si vous pouvez nous dire quelques défis dont nous avons à faire face. Oui, je pense que nous avons un problème. Les Africains ne se font pas confiance. C'est d'avoir un défi majeur. On ne se fait pas confiance. Voyez-vous, ça fait 60 ans que nous avons eu des indépendances différemment en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de compagnies purement africaines qui exploitent du pétrole. Nous n'avons pas de compagnies purement africaines qui exploitent du fer, du cuivre, du cobalt. Voilà bientôt du lithium, ce qui est nécessaire pour la fabrication des batteries pour des véhicules électriques. 60 ans après l'indépendance, nous sommes si incapables. Et entre-temps, des ingénieurs et des ingénieurs ont été formés. Entre-temps, des Camerounais sont dans des grands centres de recherche scientifique. Même aux États-Unis, la NASA, il y a des Camerounais, il y a des Africains qui travaillent là-bas. Dans des grands centres de recherche en France, il y a des Africains qui travaillent là-bas. Partout, il y a des Africains. Mais chez nous, l'Afrique produit de l'uranium, le Niger, mais nous n'avons pas de centrales nucléaires. Est-ce que c'est compréhensible? Le Niger vit dans l'obscurité, alors que c'est le Niger qui alimente, qui donne de la lumière dans toute l'Europe. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi Areva ne peut pas construire une mini-centrale nucléaire au Niger pour pouvoir donner de la lumière à la population? Pourquoi? Le Yellow Cake qui se font sortir du Niger tous les jours, en quoi les Nigériens qui sont là bénéficient des ressources que Dieu leur a données? Vous voyez? Donc les défis sont énormes. D'abord, la confiance. Et nos États doivent apprendre à nous faire confiance à ses fils, à ses ingénieurs, à ses chercheurs. Tant qu'il n'y a pas ça, on n'ira pas loin. Je vois ici en Afrique, on peut faire passer des marchés aux étrangers qu'aux locaux, avec les mêmes capacités. Vous voyez? Parce qu'ils ont eu un cachet, parce que oui, c'est une grande boîte. Oui, et puis quoi? Cette grande boîte vient nous utiliser pour faire ces rapports. Pourquoi ne pas nous utiliser directement? Et vous aurez le même rapport. Est-ce que ça ne serait pas dû à ce que votre compatriote a écrit, Axel Kabou, je cite, et si l'Afrique refusait le développement? Un commentaire par rapport à ça. Si c'était l'Afrique qui refusait le développement, Axel Kabou. Oui, mais bon, l'Afrique, tout le monde, l'Afrique n'a jamais refusé le développement. La raison, c'est que nous, que font nos jeunes aujourd'hui? Et que l'Afrique pour aller en Europe. En général, les dirigeants de l'Afrique, et si c'est eux qui refusaient le développement? Bon, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Ça peut être en partie vrai. Vous vous rappelez à l'époque du feu Mobutu, pourquoi il n'a pas fait de route? Parce qu'il avait peur que son pouvoir devait être en danger. Il a préféré laisser les gens dans des brousses, sachant qu'il est en sécurité à Kinshasa. Diviser pour bien régner. Diviser pour bien régner. À Kinshasa, il était très sûr que personne ne peut arriver. Tu vas faire comment? Tu vas traverser le bassin du Congo comment pour arriver à Kinshasa? Au Gabon, par exemple, le feu au Mabonga fait la même chose. Les deux villes importantes du Gabon n'avaient pas de route. Libreville de Franceville et Port-Gentil. Même chose, Libreville et sa ville natale, Franceville. Il n'y avait pas de route, il n'y avait qu'un seul chemin de fer. Ça veut dire que tout était contrôlé. Donc, on fait des efforts pour ne pas développer parce qu'on veut conserver son pouvoir. Ok? C'est bête. Et, monsieur le professeur, pour chuter, j'aimerais que nous prenions la situation du Congo. Vous pensez, d'après votre expérience, quels sont les défis que le Congo doit relever et quels sont des conseils par rapport à votre expérience que vous donner aux dirigeants congolais? Appel à la jeunesse aussi, à la jeunesse étudiantine que vous encadrez bien sûr. Qu'est-ce qui doit être fait? Écoutez, le Congo c'est un pays que j'aime beaucoup. Hein. Je suis arrivé au Congo en 2007. Donc 2007-2008. Je suis parti du Congo en 2013. Bon, pas parti de moi-même parce que ma compagnie a quitté le Congo. Ok. Et c'est un pays. La compagnie? C'était une compagnie brésilienne. On était dans le Katanga, on faisait du cuivre, nous étions dans la recherche du cuivre et du cobalt. Et vous avez trouvé?
On est dans la recherche, on n'a pas trouvé parce qu'à l'époque, le régime de l'époque était un régime qui était assez pas mal corrompu. Et il voulait de l'argent pour nous offrir des projets. Et notre compagnie, avec son système de gouvernance, n'était pas prête à donner de l'argent. Je me rappelle à l'époque, Martin Kaboulou, je ne cache pas son nom, m'avait dit très clair, M. Baréja, faites comme les Chinois. Bon, faites comme les Chinois, veut dire quoi? Donner de l'argent. On n'avait pas d'argent à donner, on n'a pas voulu faire comme les Chinois. Et les Brésiliens m'ont dit, Baréja, dis-lui que nous sommes les Brésiliens. Il lui a dit, Excellence, ils ont dit qu'ils sont des Brésiliens. Et c'était fini. Nous sommes sortis du Congo. Ok? Donc, si ça aurait réussi, vous serez encore là. Si ça aurait réussi, on serait là. En train d'exploiter les Congos avec les Brésiliens. Avec des Brésiliens. J'étais ici avec des Brésiliens. Et qu'est-ce que les Congos auraient gagné dans tout ça? Mais il y avait tout un paquet. Puisque moi, c'est moi qui étais à Kinshasa, j'étais le représentant de la compagnie à King. Donc c'est moi qui proposais. Nous avons proposé d'ouvrir un village millénaire du millénaire ici au Congo. Un village du millénaire, un village qui pouvait vivre sans des ressources minières. Ça veut dire qu'un village où tout le monde devait être occupé. Pas des travaux beaucoup plus champêtres. On devait créer des champs. On devait financer. On devait racheter des produits. Est-ce que ce n'est pas la même main du néocolonialisme que vous aurez utilisé aussi pour retourner les Congolais dans les champs sans pour autant créer des usines de développement, non. Des usines de transformation, comme vous l'avez dit avant? Le village du millénaire, c'était un programme socio-communautaire. Ça n'avait rien à voir avec la mine. C'était un programme qui accompagnait. Okay? Nous avons des programmes de formation. Moi, j'ai apprêté 30 bourses pour des étudiants congolais pour le Brésil. J'ai apprêté 100 bourses pour former les cadres de la GECAMINE au Brésil. Okay? J'ai déplacé le ministre, j'ai déplacé toute une délégation de 15 personnes pour le Brésil. Faire une mêlée de négociations. Moi, je travaillais pour le privé. Mais il y avait des choses que je n'admettais pas. Je disais au privé que non, on ne fait pas ça. Donc, je défendais toujours les intérêts du pays, mais sans oublier aussi que bon, la compagnie, elle investit. Okay? Si vous venez avec votre argent, vous prenez un risque. Donc, vous êtes obligé, vous devez aussi faire du bénéfice. Là, donc ça veut dire qu'on rentrait, je mettais les choses de telle manière que vous, chaque côté gagnait. Okay? Chaque côté gagnait. Donc, pour revenir au Congo, ils disent que le Congo, c'est un pays qui a un potentiel. Moi, je dis, je répète, le Congo, c'est comme la Russie de l'Afrique. Vous avez vu la Russie? Oui. La Russie, avec ses ressources, vous avez vu où se trouve la Russie aujourd'hui? La Russie aujourd'hui qui est en train de hausser le ton. Le Congo devait être la même chose. Parce que, en termes de ressources minérales, le Congo les a. En termes de ressources en hydrocarbures, le Congo les a. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore développé. Il y en a. Okay? Ressources humaines, le Congo a. Okay? Les terres arabes, le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Ça, c'est sûr. Réseau hydroélectrique, le barrage de Inga, que ce soit la version Inga 1, Inga 2, Inga 3, si tout ça a été mis en marche avec les turbines à tourner à 100, toute l'Afrique a de la lumière et même l'Europe. Le Congo, c'est la Russie de l'Afrique. Je le répète. Le Congo, ce n'est pas seulement le poumon parce qu'il y a le bassin. Le Congo, c'est autre chose. Ici en Afrique, quand le Congo tousse, c'est tous les pays africains qui devaient tomber. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Pas encore. Pourquoi? Peut-être il faut revoir, peut-être les dirigeants doivent revoir, préparer une bonne stratégie, prendre conscience que nous sommes puissants. Le Congo est puissant. Et le Congo doit prendre conscience que nous sommes puissants. C'est tout. C'est tout. Nous formons des ingénieurs, ils sont là. Le Congo aujourd'hui est capable de consommer ces ingénieurs et de prendre dans les pays limitrophes. Parce qu'il n'y en aura pas assez pour développer ce pays. Il n'y en aura pas assez. Il y a un plan, c'est là à Kinshasa, ils le savent, que le Congo, si le Congo tournait rien qu'à 60%, il doit y avoir un manque de main-d'œuvre. Même avec une population de 80 millions que vous avez, il y aura un manque de main-d'œuvre. Il y avait un plan de renforcer la coopération sud-sud pour pouvoir apporter main forte au Congo. Grâce à cette révolution dans l'industrie du pétrole et dans l'industrie minière, il y a un manque de main-d'œuvre. Un ingénieur congolais ne devait même pas réfléchir quand il sort de l'école. Même déjà quand il est à l'école, on va le prendre, que viens travailler. On a besoin de toi. Vous comprenez? Et ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est quoi? Les Chinois viennent,
Il y a plus de Chinois dans une mine que les Congolais. Ça n'a aucun sens. Les Indiens viennent, il y a plus d'Indiens dans une mine que les Congolais. Les Russes, il y a des Kazakhs qui sont là au Katanga, même chose. Non mais, dans ce pays-ci, il ne peut même pas avoir un directeur général d'une compagnie minière étrangère. Never. Et quelle est la solution pour qu'on arrive à ce point-là? Mais la solution, les lois sont là, il faut les appliquer. Ce n'est pas qu'il ne manque pas de lois, hein. Les lois sont là. Il y a même la loi sur l'autorité de la sous-traitance qui est dirigée par Kalej, un ami à moi. Ça veut dire que toute sous-traitance au Congo, sur les textes, ce sont les Congolais qui doivent le faire. Les Congolais. Il y a le local content, la loi sur le local content, sur le contenu local. Tout est là, il faut l'appliquer. Même la loi sur les quotas en termes de travail, c'est là. Nos fonctionnaires essaient d'être corrompus. Et appliquer la loi pour le bonheur du pays. Tout est là, les textes sont là. Appliquons les sanctions, on applique juste 50% des tests adoptés. Je vous assure, le Congo sera un paradis. Et si, monsieur le professeur, vous recevez une demande aujourd'hui du gouvernement congolais pour venir assister le Congo dans l'exploitation de ses ressources et recruter par vous-même, par exemple, la jeunesse que vous formez ici au Congo, parce que vous êtes là pour former la jeunesse congolaise, estudiantine encore, mais vous avez déjà des générations passées, des promotions passées que vous avez à former. Quelle serait votre réponse? Volontiers, moi je suis un panafricaniste. Moi je me sens partout à l'aise. Partout, peut-être sauf dans mon pays. Je me sens partout à l'aise. Je me sens partout à l'aise. Donc, vous me voyez au Congo. Les gens sont étonnés. Moi, je suis aussi de Kivu, que tout le monde est en train de diaboliser à l'international. Moi, hier, par exemple, je suis rentré à 1 h du matin, seul. Je suis en Afrique, je suis chez moi. Donc, je serais volontiers de venir aider le Congo, comme je suis en train de le faire maintenant. Ce n'est pas l'État qui m'a invité. Je suis là, j'ai des jeunes Congolais, je les forme. Je les forme. Et j'ai confiance à ces jeunes que je forme. Je ne vais pas, si on me donne un projet sur le Congo, je ne vais pas aller chercher l'oiseau blanc ailleurs. J'utilise les enfants que j'ai formés pour réaliser ce projet. Je l'ai fait au Gabon. Je l'ai fait au Gabon, j'ai mis les Chinois dehors, j'ai pris les Gabonais, on a mis sur pied une mine d'or. À petite échelle, mais c'était une mine d'or, exploitée par nous-mêmes les Africains. On peut le faire. Et, monsieur le professeur, pour terminer, j'aimerais que, quand nous avons parlé, une fois encore, vous nous avez dit que les secrets pour réussir l'Afrique, surtout le Congo, un pays tel que le Congo, il faut mettre d'abord les organisations d'aide, que nous appelons ONG internationales ici, dehors. Est-ce que vous êtes toujours pour la même idée? Je vous dis, je le répète, tant que ces ONG que vous voyez un peu partout là sur le Congo ne sera jamais stable. Ce sont eux qui foutent le bordel au Congo. Ce sont des structures d'agents de renseignement ou de déstabilisation. Ils viennent sous couvert, on vient défendre le droit de la femme, on vient protéger sans les conneries, on vient protéger les enfants. Qui va protéger les enfants chez eux? Oh, je vois des voitures ici là. Je vois la FAO ici là, c'est quoi l'organisation de la famine. Comment on peut parler de la famine? Nous on peut parler de la famine chez nous là. Le Congo, partout où vous cultivez, le maïs sort. Donc on nous met dans la tête que nous sommes des affamés. On nous met dans la tête qu'on ne peut même pas cultiver. On vient distribuer ça de riz. C'est normal. Je vous dis que leur mission, ce n'est pas ce qu'ils font là. Leur mission, ce n'est pas ce qu'ils font là. Leur mission, ils veulent tout faire pour que tous les jours, on vous donne ce sac de riz. Je vous dis, il faut faire juste une décision forte, politique. On dit à partir d'aujourd'hui, les ONG. Poutine a fait ça. Poutine a mis toutes les ONG dehors, hors de la Russie. Il les a chassés. Moi, j'étais encore en Russie. Là, c'est fini. Partez. Donc, le premier combat, ce n'est pas les ONG là. Ce sont des infiltrés. Il faut les mettre dehors. Dès que vous allez les mettre dehors, il n'y aura plus de problème avec les voisins. Il n'y aura plus de problème avec les voisins. Quand vous allez à l'international, vous entendez ce qu'ils mettent dans la radio. Kivu, c'est monté, c'est descendu. Mais vous avez même peur de venir ici là. Quand vous venez là. Donc vous voyez, ils nous montrent dans le subconscient. On te met dans une opposition avec ton voisin. Ça, c'est la manipulation mentale qu'ils nous font là. Avec leurs médias là. Nous, on fait attention. On doit s'aimer, on doit s'unir.
quand on va former un bloc, ils vont échouer. Mais tant qu'on va laisser une fissure, ils vont nous diviser. La MONUSCO, moi je suis pour que la MONUSCO parte. Une mission ne peut pas venir faire 30 ans dans un pays. Ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Rien qu'ici à Goma, j'ai au moins compté 30 ONG. Mais c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ce sont eux qui déstabilisent le pays. Qui sortent. Et je verrai comment les Congolais vont mourir. Jamais de la vie, vous n'allez pas mourir. C'est impossible. C'est impossible. Au contraire, le pays va prospérer. Vous allez voir. Moi, je suis à Bukavu, une très belle ville comme ça. C'est par là que j'aimerais que nous chutions. Monsieur le professeur, vous êtes à Bukavu. Juste un message aux habitants de Bukavu et à ceux qui vont nous suivre de la diaspora et partout dans le monde. Et aussi à la jeunesse étudiantine que vous encadrez, qui n'est pas encore sur le marché de l'emploi. À partir de Bukavu, vos impressions par rapport à la ville, un dernier message, monsieur le professeur. Ah, mes impressions sont très bonnes. Très très bonnes. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans une ville en Afrique comme à Bukavu. C'est une ville très bien. Un climat clément. Une végétation impeccable. Une population joviale. J'étais hier en Nyangezi, à 30 km d'ici. J'étais à l'aise. On a passé toute la journée là-bas, nous sommes revenus. Quand je suis rentré, mon collègue m'a blagué, mais les rebelles ne vous ont pas pris. Il dit, mais quel rebelle. Mais quand je suis à Kolwezi, je pense que je suis en Côte d'Azur. Nous perdons le temps pour aller en Europe chercher quoi? On a tout chez nous. Arrangeons juste un peu. J'ai dit, moi je pense déjà prendre ma retraite. Quand je vais prendre ma retraite, c'est pour venir vivre à Bukavu. Ce n'est pas une blague. C'est la bienvenue. Ce n'est pas une blague. Ça sera pour nous un grand honneur. Ce n'est pas une blague, c'est pour venir vivre à Bukavu. J'ai trouvé une ville impeccable. Et j'appelle même nos dirigeants d'apprendre à connaître leur pays. D'apprendre à visiter les villes de leur pays. Quand ils ont des vacances, de ne pas prendre l'avion, Paris, New York, tout ça là. Non. Vous allez là-bas chercher qui? D'abord, vous n'êtes même pas les bienvenus là-bas. Visitez les pays africains. Les pays africains. Les villes africaines. Moi, j'ai déjà visité. Quand ça ne va pas, je vais à Zanzibar, en Tanzanie. Quand ça ne va pas, je vais à Addis ou à Maputo. Ok? Je suis à l'aise. Personne ne me regarde avec de mauvais yeux. Ok? Ça fait il y a peut-être 14 ans que je ne suis plus pied en Europe. Et je n'ai même pas envie. Je n'ai pas envie. Nous devons apprendre à aimer notre pays. Nous devons apprendre à aimer notre continent. Nous devons apprendre à aimer ce que nous sommes. Chers amis de TGKP, c'est un grand honneur pour nous de recevoir un éminent professeur comme le professeur Bareja avec qui nous sommes ici. Nous le remercions énormément d'avoir voulu partager avec nous, malgré son emploi du temps qui est pris. Il n'a que 14 jours ici à Bukavu. Là, c'est moi, je n'ai plus que 3 jours à Bukavu. 3 jours à Bukavu. Et ça aurait été pour nous un très grand plaisir de les retenir pendant longtemps, mais les obligations l'appellent. Et il y a encore le travail qui est là. 3 jours, ce n'est pas beaucoup. Et Bukavu est grand. Il a encore beaucoup d'espace de travail, des visites, des échanges avec beaucoup de personnes. Mais nous vous disons merci encore de nous avoir suivis. Mais on n'a pas encore fini. On va juste faire un petit tour des paysages avec les professeurs. Juste qu'ils constatent nos bords du lac. Et nous allons conclure avec vous après. Chers amis téléspectateurs de Tomshane TV, ici nous sommes au bord du lac. Nous sommes sur l'avenue du lac, à Bukavu, dans la commune du Banda, dans le quartier Nyalukemba, avec le professeur Bareja. Il est notre hôte, notre invité de marque et de grand honneur, que nous avons vraiment voulu partager avec ce qu'est notre situation minière, et il nous a presque tout dit. Et il lance aussi un appel à nos dirigeants. Vous avez besoin que le Congo évolue, faites appel aux sommités de l'Afrique, dans les domaines miniers surtout, parce que nous sommes assis sur un banc en or, comme quelqu'un l'a dit tantôt. Nous sommes assis sur un banc en or, mais nous restons mendiants. Mendiants de quoi? Nous restons mendiants des ONG, nous restons mendiants de la communauté internationale, pendant que seuls nous pouvons encore développer notre pays. Pendant que seuls avec l'intelligentsia qui se développe, on peut encore faire de grandes choses pour notre pays. Chers amis téléspectateurs, amis de Tomshane TV, de partout où vous nous suivez, Mama Charlie, en Autriche, en France, je sais que vous nous suivez de partout. En Angola, vous nous suivez de là aussi. Vous nous suivez de Bujumbura. S'il vous plaît, chers confrères, suivez les conseils de notre grand frère, notre aîné, c'est un Africain comme nous tous. Essayons de faire mieux qu'hier.
que ce que nos grands-pères ont fait. N'ayons pas confiance à l'étranger. Ne donnons pas 100% confiance à l'étranger. L'étranger, ce sont des humains comme nous, mais ils ne doivent pas continuer à nous nourrir. Nous sommes en mesure de nous nourrir nous-mêmes, comme le professeur vient de l'enseigner aujourd'hui. Chers téléspectateurs de Tomshane TV, aujourd'hui, je ne vais pas dire bye, parce que nous sommes encore là, pour quelques instants avec vous, au bord du lac. Prenez le temps de savourer la vue avec le prof. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ces lieux, la détérioration de l'endroit et tout. Oui, c'est bien, c'est juste un bon entretien. Vous savez, tous ce sont les moyens. Il faut mettre des moyens. Il y a aussi la volonté. Et les populations peuvent s'organiser. Hein. Tous les week-ends, descendre au niveau de la rive, là, nettoyer, ramasser. Et voilà. Donc, et tout ça là, je pense que les autorités doivent aussi mettre la main pour encourager les riverains. Juste encourager, pas dire investir. Les riverains peuvent eux-mêmes acheter des sacs poubelles, prendre des plastiques que je vois là, les mettre, et ensuite un camion passe, prend et va jeter. Le lac est très beau. Ça c'est un don naturel, ça c'est une beauté naturelle qu'il faut préserver. Vous voyez des maisons tout autour du lac. Là. Vous savez combien ça coûte en Afrique du Sud ou aux États-Unis? Ce sont des millions pour avoir une maison comme ça là, au bord du lac. Ici, là, nous avons ça. Okay? Mais nous ne voulons pas valoriser ce que nous avons. Nous avons donné tout, nous ne voulons pas valoriser. On veut tous aller en Côte d'Azur. On fait quoi en Côte d'Azur? C'est pas Monaco, tout ça là. Et là où vous avez mal vu. Il y a en Côte d'Azur, j'ai appris qu'il y a des plages pour noirs et des plages pour blancs. Ici, là, la plage, c'est pour tout le monde. Donc les gens peuvent venir ici. Tout le monde peut venir ici. Même toute personne. Vous êtes un pays, le Congo, c'est un pays hospitalier. Okay? Mais sauf que les gens profitent de ce facteur que le Congo est un pays qui a des bras ouverts pour abuser du Congo. Et ce qu'il faut condamner. Okay? La générosité congolaise. La générosité congolaise. Voilà. Ce qu'il faut condamner. Vous voyez des Chinois qui cultivent ici. J'ai vu des Chinois dans les champs là-bas. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez voir un Africain en Chine en train de cultiver? J'ai toujours posé la question. Ne venez pas chez nous faire ce qu'on peut faire chez vous. La réciprocité, c'est où? Ok, viens cultiver chez moi, mais est-ce que je peux aussi aller chez toi cultiver? Viens faire la petite mine chez moi, l'exploitation artisanale. Est-ce que je peux aussi aller en Chine faire l'exploitation artisanale? Il faut vous poser la question. Ce que je ne peux pas faire chez vous, ne faites pas chez moi. C'est clair? Très clair en tout cas. J'espère que là, le professeur n'a pas mâché ces mots. En tant qu'Africain, comme il nous l'a dit tantôt, c'est un africaniste. Je n'aime pas panafricaniste. Oui. Le panafricanisme, c'est un mouvement qui est né, je crois, avec... il y a des grands panafricanistes comme les Kwame Nkrumah. Oui. Bon, on peut citer aussi d'autres jeunes comme celui du... Il y avait Sankara, Thomas Sankara, de notre génération presque. Hein? Un grand révolutionnaire, oui. Mal compris. Qu'est-ce que vous avez gardé de Thomas Sankara en dehors des mines? On peut pas. Non, mais j'étais encore jeune. C'était un gars valeureux, c'était un gars courageux. Sauf que, comme je vous ai dit, c'est nous les Africains, nous détruisons. Qui tue Thomas Sankara? Il y a des procès aujourd'hui. Non, le procès est terminé. On a condamné une personne donc, qui a été peut-être graciée. Ouais. Donc, vous comprenez, l'ennemi n'est pas loin. C'est nous entretuons. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. C'est l'Africain. Et pourtant, comparé avec des grandes idées, si ce monsieur était encore en vie, l'Afrique serait loin. C'est ce que la jeune militaire fait au Mali. Mais Sankara fait ça depuis. Sankara paraît face à face avec les Mitterrand. Ok? Donc la jeune militaire au Mali, je pense qu'ils s'inspirent de Sankara pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et il avait prédit sa mort. Je suis dans ces sommets, en Afrique même. Et j'espère que je ne serai plus là si vous ne me tenez plus la main. C'est ça. Il a dit. C'est clair. C'est clair. C'était un prophète alors. Donc c'était un prophète. Mais malheureusement, les gens comme ça en Afrique ne traînent pas. Ils sont liquidés. Laurent Désiré Kabila par exemple aussi. Laurent aussi. Désiré Kabila, c'était un homme simple. Un homme simple, mais quelqu'un qui avait une vision. Son fils avait peut-être aussi la vision, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est renfermé sur lui et voilà où les choses n'ont pas évolué. Donc, si on devait avoir plus d'hommes comme Thomas Sankara, l'Afrique aujourd'hui serait une Afrique décomplexée. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes complexés. Tant qu'on ne doit pas se décomplexer, on ne doit pas sortir de ce trou où nous sommes. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, j'aimerais qu'on termine, mais avec les professeurs, ça ne tarit pas. Ça ne finit pas.
Et j'aimerais juste qu'il nous donne son idée dernière. On n'a plus beaucoup de temps et nous sommes vraiment reconnaissants de sa générosité par rapport à son temps. Et quelle image gardez-vous d'un grand monsieur comme, je ne sais pas si c'est un grand, mais je l'appelle juste comme ça parce que c'est fait en africain, Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, je vais vous surprendre un peu parce que j'ai l'impression que Muammar Kadhafi jouait son jeu. Il jouait son jeu et il nous prenait comme son bouclier, comme ses pare-balles. C'est la même chose que Poutine est en train de faire aujourd'hui, quand il est en difficulté, il pense à l'Afrique. Ok? Muammar Kadhafi a pensé à l'Afrique noire parce qu'il était en difficulté. Il a compris que s'il s'entourait de nous, on pouvait lui donner protection. Ok? Moi, c'est mon idée. Okay? Parce que les Libyens sont de nature des racistes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye après la chute de Kadhafi. Comment les Libyens, le traitement que les Libyens administraient aux Africains noirs. Okay? Si Kadhafi était un grand leader, il devait éduquer son peuple. Okay? Donc, je pense qu'il était dans sa logique. Bon, peut-être c'était du gagnant, peut-être l'Afrique noire tirait profit du jeu de Kadhafi. Bon, si l'Afrique noire tirait profit, il n'y a pas de problème. Okay? C'est comme aujourd'hui avec la Russie. Si les Africains tirent profit de ce que Poutine est en train de faire, mais, je dis c'est une bêtise. Quand l'Afrique suit Poutine, l'Afrique n'a pas suivi Poutine. Moi, j'ai fait guerre en Russie 14 ans. Je connais ce pays. Okay? Ils n'ont jamais eu un plan de développement de l'Afrique. Quand moi j'étais en Russie, ils me disaient clair. Nous nous limitons à nos pays limitrophes, dans les pays de l'ex-Union soviétique. Le reste, ça ne nous concerne pas. On laisse ça aux Américains et aux Français. Mais ça m'étonne aujourd'hui qu'ils viennent vers nous. Okay? Pourquoi? Ils sont en difficulté. Ils viennent chercher des amis, ils viennent chercher des voix ici. Mais c'est là où l'Afrique doit vendre ses voix. Dire, ok, tu veux notre voix? Fine. Voilà le prix à payer. Okay? C'est parce que non, Poutine veut nous sauver. Poutine veut sauver son peuple et non l'Afrique. C'est le dernier des soucis de Poutine. Ce sont le dernier de ses soucis. Je vous dis la vérité, l'Africain est le dernier des soucis de Poutine. Il tend la main vers nous aujourd'hui parce qu'il a besoin de nous. On ne doit pas courir comme des moutons. Je ne dis pas que l'Occident fait de bonnes choses, non. Il dit, mais les Africains, ne retirez pas la porte pour mettre la fenêtre. C'est une grosse bêtise. En tout cas, amis de TGKP, nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais un grand merci reste à donner au professeur. Franchement, nous lui avons volé beaucoup de son temps, malgré que nous étions prévenus, mais quand même nous avons volé de son temps. C'est un amoureux de la nature, vous l'avez remarqué. Lui-même nous a encore accordé de son temps. Il est avec nous ici à Bukavu. Ici, chez nous, les temps, comme les Africains les consomment, pas comme à l'européenne, où on finit tout. Le professeur nous dit bye. Et j'espère que vous tous qui allez nous suivre, vous allez commenter, vous allez nous dire vos impressions par rapport à ce que vous venez. Je dis aujourd'hui, nous n'étions pas dans une séance d'information ou dans une émission. Aujourd'hui, nous étions à l'école du savoir, comme je peux le dire, de TGKP. Et je dis encore merci à celui qui est derrière la caméra, Magui Matebura. Nous te disons grand merci. Et moi-même, Joseph Kabouya, devant la caméra, je vous dis encore merci de nous avoir suivis. Je vous dis merci de nous avoir prêté attention. Et je vous dis encore merci car je sais que vous allez bien suivre ce que nous a dit le professeur aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Famille Georgia, vous savez que vous êtes toujours là où nous vous tenons tout le temps. Notre promo de là où tu es, tu sais que TGKP compte aussi sur toi. Et tous les autres téléspectateurs, nous comptons sur vous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne ferons pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.